Ça, c'est vraiment le premier malentendu. On se trompe sur le temps, on en fait une ressource, on le déshumanise, on le rend calculable pour le gérer. L'autre point d'aveuglement, c'est l'idée que si on contrôle absolument tout, alors on sera enfin heureux. Yeah, exactly. Yeah, yeah. And there's sort of two ways of looking at this, right? There's two problems, or two parts of the problem. One is that because this goal can't actually be achieved, we end up living life in this attitude of the real time of life is coming in the future. That right now, my life's in chaos and it's all a bit difficult and I don't have enough self-discipline, but later, like soon, I'm going to get to the top of this hill and then it's going to be great. So if I suffer enough, yes, by pushing me to want some more, exactly. I will finally can relax. Exactly, right. And of course it never happens because I have more email. Right, you have more email. Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à la Maison de la méditation. Combien d'entre vous viennent ici pour la première fois? Oui, vous n'êtes pas tout seul, alors vous êtes vraiment bienvenue. Je suis très heureux de recevoir Oliver Burkeman, parce que j'ai été très enthousiaste de son livre, Antimanuel, 4000 semaines, Antimanuel de gestion du temps à l'usage des mortels. Et ce qui m'a enthousiasmé au point de vouloir organiser cette soirée et de partager avec vous ce livre, c'est enfin un livre qui ne va pas nous apprendre à gérer notre stress, essayer de nous calmer, essayer de potentialiser notre potentiel jusqu'à ce que mort s'en suive, de cette instrumentalisation générale qu'on voit partout. Alors j'étais vraiment, parce qu'en général c'est un peu ce qu'on voit partout, comment mieux gérer votre temps pour être encore plus productif et écraser tous les gens autour de vous. Et là avec une très grande ampleur de vue, une très large culture et en essayant d'aller à la racine de la situation, Oliver essaye de montrer pourquoi la manière dont on veut gérer notre temps ne fait que nous empoisonner et comment, très concrètement, nous pouvons faire pour avoir un rapport sain au temps. Donc c'est vraiment formidable. C'est juste formidable, nécessaire, libérateur. Donc vous gagnez deux choses en même temps. Un, vous gagnez de vous libérer de cette dictature actuelle de la gestion. Et vous gagnez une vraie approche pour reprendre notre vie en main et savoir comment s'organiser de manière juste. Alors, ma première question. Pourquoi, pour vous, la gestion du temps, comme elle est faite habituellement, ne fonctionne pas et nous empoisonne? It's a great question. I'm sorry that I'm not able to do this in French. I'd be out of a job. So thank you for letting me do it in English. I think that a huge amount of traditional, conventional advice on how to deal with time, how to manage your time, it really is not about getting more things done even. It's about reinforcing this fantasy that one day we're going to get to this place where we're on top of everything, and we're in control of everything, we answering all our emails, fulfilling... What is not working?
Oh, I'm sorry. Fulfilling all our obligations. Is that any better? Okay, there you go. Sorry. Great. You can do it again. Okay, I'll go quickly again. I think the problem with what we normally think of as advice about how to spend our time is that what it really serves to do is to reinforce this fantasy that there is a time that's coming when we're on top of everything, control everything, answer all our emails, fulfill all our obligations. And ultimately, we can go into this some more, but ultimately I think this is an attempt to sort of escape the human situation, right? It's a sort of it's a denial of what it really means for us to be limited. So it's very tempting to buy one of these books and to follow one of these systems because you think, yeah, soon I'm going to be in charge of my life. It's all going to be fantastic. But we never quite get there. I'll stop there and let you do some translating. Vous m'entendez? Oui. La plupart des bonjour d'abord. La plupart des conseils prodigués par ce type de livre, en fait, vous poussent surtout dans ce fantasme qui est qu'à un moment de votre vie, vous allez dans l'avenir, pas dans le présent, mais dans l'avenir, vous allez réussir à maîtriser le temps et à remplir toutes vos obligations, répondre à tous vos emails, enfin être en totale maîtrise, voilà. Et en fait, ça nie la condition humaine réelle, et donc voilà, on va en parler. Je précise, hein, je crois qu'il y a pas mal d'anglophones d'après les réactions que j'ai observées, donc je vais plus traduire l'esprit que la lettre, mais bien sûr, s'il y a des problèmes, voilà. Ou en détail si vous voulez, comme vous le souhaitez, je suis à votre service et au sien. Et vous avez vous-même tenté ces approches. Est-ce que vous voulez bien essayer de raconter comment vous avez vous-même tenté de gérer votre temps? Yeah, totally. I've only really got anything useful to say about this because I've had the problem even worse than average, you know. For a long time I wrote a column for the Guardian newspaper in the UK where one of the things I did was to sort of test out all these systems and these books and approaches to productivity. And partly that was just my job, but partly there was like a deep desire in me to feel like I could be in more control, like I didn't need to disappoint anybody, like I could finally sort of feel like an adequate human being. And a very useful thing about writing that kind of column is you get to try out so many of these things. When you've tried like 100 of them and none of them are the perfect solution, then you begin to think, oh, okay, maybe the problem here is not that I did not yet discover the number one magic system. Maybe the problem here is that this is not the right quest for a human to be engaged in. Effectivement, j'ai aussi écrit ce livre pour moi. Parce que je suis peut-être, enfin j'étais en tout cas plus affecté par ce problème que la plupart. Et il se trouve que j'écrivais une colonne régulière dans The Guardian et qui justement me permettait d'expérimenter voilà, j'ai testé toutes les solutions possibles. Et donc pour savoir comment mieux gérer son temps, comment mieux être en contrôle, ne décevoir personne et se sentir un être humain adéquat qui a réussi à remplir toutes ces missions. Et quand vous essayez une centaine de ces solutions qui sont courantes, qui sont proposées, bah vous commencez à vous dire que le problème est peut-être ailleurs. Vous voulez bien juste en raconter quelques-unes de ces approches, juste pour que voilà. Oh, sure, yeah, and you'll be for some people anyway who have similar strange psychology to me will be familiar with these ideas, right? So time boxing, the way you try to schedule every little part of your day, or the Pomodoro technique is another famous one. Morning routines, YouTube is full of these kind of perfect morning routine, and it's always like, you know, get up at 4 in the morning and do these 10 things, and it's always some like 22-year-old guy who doesn't have kids, so of course he has all the time in the world, he's fine. And listen, it's not that these things are bad, right? Pomodoro technique is great. Time boxing can be absolutely great. The problem is when your attitude is, this is going to
enable me to not have to face limitation. This is going to enable me to avoid the real sacrifices and trade-offs that are involved in being a human with limited time. Donc il y a absolument, j'ai essayé parmi les techniques, les pomodori techniques, qui d'ailleurs est tout à fait valide, qui fonctionnent en fait, ce sont des techniques qui fonctionnent. Le fait de séparer effectivement, de diviser en cases ces différentes, son emploi du temps, les conseils donnés en général par des youtubeurs de 22 ans qui n'ont pas d'enfants, de justement à 4 h du matin faire les 10 choses avant de commencer sa journée et d'empiéter là-dessus. Et ce qu'il y a, c'est que bien que ces techniques fonctionnent, elles ne vont pas vous permettre ce qu'elles promettent, c'est-à-dire une vraie libération et une vraie maîtrise de cette temporalité et de cette absence. Enfin, ne vont pas vous permettre de maîtriser non plus le stress qui est lié. And just to add, these sort of time management techniques, that was my particular version of this pathology, but I think that it's a similar thing that's going on with people using lots of different things, certain kinds of life philosophy, certain kinds of spiritual practice. I'd be interested in your thoughts about this. We look for this system, this answer that is going to spare us from being human, I think, in some way. Nous cherchons un peu aussi des systèmes qui vont nous éviter d'être parfaitement humains, de faire face à nos peurs. Et il y a aussi des démarches spirituelles. Voilà. Et je serais intéressé de savoir, d'avoir votre avis là-dessus. Mais ce sont toutes des techniques qui ont échoué pour moi, en tout cas. Donc je voulais qu'on commence dans une première partie d'essayer de faire le constat. Nous essayons de gérer notre temps et ça ne marche pas. Et maintenant, je propose qu'on essaye de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et dans le livre, j'ai l'impression qu'il y a deux fils. Le premier, c'est qu'on se trompe sur la nature du temps. Et deuxièmement, le rêve de contrôler enfin le temps et le réel est une négation de notre humanité. Peut-être on commence par le deuxième point. Yeah, I mean, it's interesting that you say that these are two things. I agree with both. To me, they feel like one thing. I think that we have a very particular way of conceptualizing time in the modern world that perhaps was much less frequently how it was thought about before industrialization, where we think of time as a resource, as a resource, and therefore we feel this pressure to sort of maximize the value of it, or we feel guilty if we don't maximize the value of it, or the economic system puts lots of pressure on us to get value out of it. But that's really only one way of relating to time. And I think that, for example, most people in the medieval period, not that we should return to the life of people in the medieval period, but they would have understood time as just sort of the medium in which their life unfolded, not as something that they were either trying to dominate or feeling dominated by. So it is partly a question of the concepts we bring to it that causes all this trouble. Yeah. Oui, ce que vous avez dit, effectivement, vous avez séparé en deux, mais pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est que nous avons une façon de conceptualiser le temps, notamment depuis la révolution industrielle, qui est de considérer le temps comme une ressource et qu'il faut absolument rentabiliser cette ressource, il faut absolument qu'on parvienne à des objectifs, et nous avons tout le système économique qui nous pousse à rentabiliser tout cela, alors que, par exemple, au Moyen-Âge, et je ne tiens pas à ce qu'on revienne au Moyen-Âge, soyons clairs, voilà, le temps était davantage le milieu, presque le biotope dans lequel les paysans de l'époque ou les autres évoluaient. Donc c'était quelque chose qui est vraiment devenu différent depuis la révolution industrielle. Donc là, il y a
D'une part, le temps est une ressource. Et donc l'invitation de votre réflexion, c'est de nous étonner de ça, parce qu'en fait, le temps n'est pas une ressource. Et deuxièmement, le temps, nous le vivons un peu comme une sorte d'espace mathématique qu'on peut calculer. Ce que disait déjà Bergson. Une montre ne nous met pas en rapport au temps, c'est du temps mathématisé. Est-ce que vous voulez essayer de reprendre ces deux points? Yeah, I think that right. So there's the part that is seeing time as a resource, and then there is specifically this kind of quantification of time, clock time, the idea that all hours are equal portions of time, and all the rest of it. Yeah, I think all of this, to me, I mean, to me, this is all like a conceptual overlay, right? And it has its uses. We couldn't manage in the modern world without being able to sort of regulate different people and organizations alongside each other. You couldn't catch a train or take a flight without these kinds of this kind of conceptual overlay. But we all have experiences of something different. Only occasionally, maybe through meditation, maybe in nature, various other contexts, where it feels like we are released from this conceptual overlay, and life has a very different quality, because instead of trying to impose numbers and sort of like a framework or a grid over life, you're living life first, and then rhythms are emerging from that process. I hope that answers your question. Oui, mais donc il y a effectivement le temps ressource et le temps mathématiquement quantifié qui nous sert de grille de référence et qui nous permet de voyager à une heure, de prendre le bon train, dans la vie pratique qui nous permet en fait de fonctionner à cette époque moderne où tout est justement séparé en entités égales d'heures. Mais il y a également le temps qui là est celui qu'on va rencontrer par exemple dans la méditation. Au sein de la nature, on va s'extraire de cette grille qui pèse un petit peu sur nous et qu'on va redécouvrir le temps réel comme une sorte de substrat en dehors de cette grille. Mais vous ne parlez pas de cette erreur conceptuelle que nous faisons sur le temps uniquement d'un point de vue philosophique, mais très concrètement, ça change notre manière de vivre au quotidien. Est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples de comment c'est vivre et accomplir quelque chose du point de vue du temps comme ressource qu'il faut gérer et ce que vous appelez le temps comme une tâche qu'on a à accomplir, qui a son propre rythme? Yeah, absolutely. So yeah, I think anything that belongs to the world of optimization, right, it belongs to that first category. If you, one of the examples I write about in the book, is obvious example, right, is email. If you decide that you're going to become much more efficient with answering your email because you have 50,000 messages in your inbox and it's too many and you want to feel in more control, you start answering more of them at a quicker pace. You're trying to become more efficient with your system of dealing with email, and then the result of this is you'll get much more email. Because you reply to people and they reply to you, and then you have to reply to them, and you get a reputation for responding to emails, and it goes on forever. And this is a general rule, this isn't just about email, of course, that attempting to extract, you're attempting to make more progress through a supply of something, in this case email, that is effectively infinite. There's no limit to the number of emails you can receive or demands that can be made of you. So trying to get further through an infinite supply of something you're never going to get to the end of it. So it leads to more busyness, more anxiety, more frustration. It's a really interesting question. What does email look like when you're doing it from this other perspective?
And I think where that begins actually is not so much in kind of reaching some sort of wonderful transcendent space and then answering your email. It comes from becoming really conscious of the limitation of time and actually approaching the day in the sense of like, I'm going to do this for an hour. That means I also must not do all these other things, right? So it's a sort of conscious awareness of trade-off. I wonder what that word is in French. Because then you find you don't get free from time, but you become free in time. And I think that's the distinction I'm really trying to drive home. Il y a effectivement ce temps qui est lié à tout ce qui est optimisation. Le meilleur exemple étant justement les emails. Voilà, vous voulez maîtriser votre boîte de réception, donc vous voulez optimiser la manière dont vous allez répondre à tous les mails. Et évidemment, c'est un cercle vicieux, parce que d'abord, vous pouvez recevoir une infinité de mails, donc, et en plus, plus vite vous répondez aux mails de certaines personnes, plus vite elles vont vous répondre, donc, et puis vous allez répondre aux mails de la réponse, vous allez avoir une réponse subséquente, et en plus, vous allez développer une réputation d'être la personne qui répond rapidement aux mails. Donc, ça va susciter encore d'autres emails. Donc, c'est absolument sans fin. Alors que l'autre possibilité, non pas de gérer le temps, mais de l'appréhender, c'est de commencer votre journée en décidant de faire une chose, et forcément, ça implique d'en sacrifier d'autres. Voilà. Et donc, ce sont des choix. Ce sont alors trade-off, c'est à la fois une sorte d'échange, comme un échange d'otages, et en même temps de compromis. Voilà, vous devez avec vous-même débattre de ce que vous allez faire dans votre journée, à quoi vous allez donner la priorité, qu'est-ce qui va venir d'abord et ensuite, etc. Alors que la gestion du temps, le management classique, va susciter une angoisse et un stress infini. Donc, ça c'est vraiment le premier malentendu. On se trompe sur le temps, on en fait une ressource, on le déshumanise, on le rend calculable pour le gérer. L'autre point d'aveuglement, c'est l'idée que si on contrôle absolument tout, alors on sera enfin heureux. Et donc c'est ça l'idée, c'est je veux contrôler le temps, je veux gérer le temps, parce qu'une fois que j'aurai répondu à tous mes mails, une fois que j'aurai tout fait, là, je serai enfin zen. Yeah, exactly. Yeah. And there's two ways of looking at this, right? There's two problems, or two parts of the problem. One is that because this goal can't actually be achieved, we end up living life in this attitude of that the real time of life is coming in the future. That right now, my life's in chaos and it's all a bit difficult and I don't have enough self-discipline, but later, like soon, I'm going to get to the top of this hill, and then it's going to be great. So if I suffer enough, by pushing me to want some more mail, exactly, I will finally can relax. Exactly, right. And of course, it never happens because I have more email. Right, you have more email. Right, exactly. So the moment never arrives, and it's interesting to ask why we actually benefit in a secret, sort of ulterior way from living in this way. It's like we actually get to sort of evade responsibility for life in a subtle fashion. The other part of it is that even when we succeed in getting some more control of this kind, it sort of very often has the effect of reducing the liveliness of life. There's actually too much control is not something you would even want if you could have it, because you find, I don't know if anyone's had this experience, if you just sort of schedule your day in a very detailed way, or your whole week, two ways it can go wrong. One, everyone interrupts you, it all goes wrong, and you're like, oh, my system's collapsed. The other way it can go wrong is it works, and you're just carrying out this thing and it feels totally regimented, and it feels you resent having to follow your own instructions, and
and it just feels kind of dead in a way. So yeah, there's these two different issues. Alors d'une part, il y a cette illusion, effectivement, comme vous le disiez, qui fait que on essaye on se projette, en fait, on ne vit pas dans le présent, on se projette sans arrêt dans un avenir proche, en espérant qu'on va arriver à cette maîtrise, et bien sûr cette maîtrise n'arrive jamais. Et ensuite, il y a deux autres façons. Voilà, quand vous programmez vraiment votre journée de manière extrêmement organisée, mathématique et autres, vous pouvez subir deux types d'échecs. La première, c'est qu'on vient vous interrompre sans arrêt, les enfants et tout le reste, et donc votre système s'écroule parce que il est littéralement ingérable. Mais il y a aussi l'autre piège qui est en fait de réussir. Et quand vous arrivez comme ça au bout de votre journée, vous avez tellement peiné pour y arriver, vous avez tellement usé d'énergie, qu'en fait vous avez la vie qui se dévitalise en quelque sorte, et vous vous retrouvez avec un peu anesthésié, avec cette impression, voilà, que vous vous en voulez en fait des propres limites que vous êtes imposées à vous-même. Donc voilà, c'est un échec cuisant. Et la première tentative, là, c'est justement de maîtriser tout cela. C'est peut-être aussi une manière de fuir de manière subtile la prise en responsabilité de votre propre vie. Donc, si on reprend ce qu'on a vu, on est enfermé dans l'illusion de vouloir contrôler le temps. Un, parce qu'on a tort sur la nature du temps, et deux, parce qu'on s'illusionne sur l'idée que le contrôle va nous apporter un bonheur qu'il ne nous apportera jamais. Mais alors après, ce que vous essayez de faire de manière très brillante, c'est « mais pourquoi donc nous avons cette approche qui ne fonctionne pas et sur laquelle nous nous entêtons ?» Quel est le mécanisme que nous ne voyons pas, qui nous conduit à sans arrêt croire que c'est ça qui va nous apporter la possibilité de bien travailler, la possibilité d'être heureux, alors que ça ne marche clairement pas, puisque nous sommes tous de plus en plus stressés et de plus en plus tendus. Alors, peut-être voilà. Il y a plein de réponses dans le livre, mais... Yeah. I mean, I think it's one of those problems that is sort of overdetermined, right? There are 100 reasons, and there are reasons to do with the economic system, there are reasons to do with the nature of current technological culture, and there are reasons that go right back to like what it is to be a human, which is to be in this situation where we are finite, like limited, going to die, like all the other animals, but we have this capacity to conceptualize about things beyond us and to think about death. And there's a lovely quotation. I know that's always interpreters always like a good long quotation from John Maynard Keynes, the economist, British economist, who says that he's explaining why we do this, right? And obviously lots of different reasons, but this is a sort of a psychological reason for it. He says that that people are always trying to obtain a kind of delusional immortality for their actions by pushing their interests in them further and further into the future. So the person he's talking about, he talks about the man who thinks this way does not love his cat, but only his cat's kittens, nor in truth the kittens, but only the kitten's kittens, and so on forward forever, right? So you never get to that point, but the secret ulterior payoff is that it feels, it's a way of denying death, ultimately. But I don't want to underestimate. It's also that we are made to feel that we have to do this if we're going to survive in the modern economy as well. Alors il y a plusieurs raisons annexes qui sont extérieures, disons, qui sont l'économie actuelle et aussi la culture de la technologie.
et des raisons plus essentielles qui touchent au fait que nous soyons humains. Et il y a cette citation de John Maynard Keynes, donc célèbre économiste, qui dit en fait, on croit qu'on aime nos chats, mais ce n'est pas qu'on aime nos chats, on aime plutôt les chatons de notre chat, et on aime les chatons de les générations suivantes. Tout cela pour dire qu'on se construit une sorte, parce qu'on est capable de conceptualiser le temps et la mort. Nous savons que nous allons un jour, désolé de vous le dire, mais nous allons un jour mourir. Et donc, nous essayons de nous construire cette espèce d'illusion d'immortalité qui fait, c'est pour ça qu'on ne vit pas dans le présent, mais qu'on se projette dans le futur. D'où les chatons, des chatons, des chatons. Voilà, on est toujours en train de pousser plus loin. And Bergson talks about this as well, right? The future is like a... Bergson en parle aussi. The future is a lovely place to think about because you don't have to face the limitations of the present. Voilà, donc c'est toujours très, très chouette de penser à l'avenir parce qu'on ne reste pas dans les limitations du présent. Donc, je crois que la clé que vous montrez dans le livre, et là, à nouveau, c'est que notre illusion, c'est que nous ne voulons pas être des êtres humains. Et c'est un peu, au fond, c'est ça le titre du livre, 4000 semaines. C'est nous inviter. Alors, peut-être vous pouvez expliquer le titre, 4000 semaines. We don't want to be, in some sense, we don't want to be human. Yeah, the title is. On voudrait presque devenir une sorte de robot. Et au fond, c'est pour ça qu'on se trompe complètement. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On veut faire le temps comme un robot, on veut agir comme un robot, on veut répondre à ses mails comme un robot. Et au fond, votre livre dit, mais et si on essayait d'être humain, et être humain, c'est être limité. Alors, 4000 semaines. Pourquoi 4000 semaines? It is very, very approximately, 4000 semaines is the average lifespan in the developed world today. I rounded it down to get to 3 zeros in the number, so it's not precise, but it's around about that. And I think what's so powerful for me about expressing it in weeks rather than in days or years is that it really, if I use days, they're very short, but you get a large number. If I use years, there's only a small number, but they're very long. Weeks, it's kind of the worst of the whole situation, right? Because it's you don't get very many, and they're not very long. So that was my way of sort of driving that home in the title. I'll let you. Voilà, les 4000 semaines, en fait, et c'est un chiffre global, je voulais un chiffre rond, donc je ne voulais pas partir dans les jours, parce qu'évidemment, là, ça aurait fait un nombre important, un peu trop, et les années, là, pour le coup, ça n'aurait pas été suffisant. Les semaines, c'est parfait, là, pour se rendre compte de ce que c'est. Donc, c'est la durée de vie moyenne de quelqu'un dans le monde développé. And if I can just add, I really like what you say about wanting to be like a robo, right? It's like this is really, especially today, I think this is a really useful way of thinking about it. There's a quotation, not in the book, but a quotation I know from Wendell Berry, the US environmental writer, who says something like, I can easily imagine that the next great division in the world will be between those who wish to live as humans and those who wish to live as machines. And I think it really goes to something deep, this idea of wanting to sort of mechanize ourselves. Yeah. J'aime beaucoup ce que vous dites sur les robots, parce qu'effectivement, il y a une citation de Wendell Berry qui disait la plus grande division qui va se faire à venir, ce sont les gens qui voudront vivre comme des êtres humains et les gens qui voudront vivre comme des machines. Donc je vous rejoins tout à fait là-dessus. Accepter d'être humain, c'est accepter d'être limité. Et ce que vous montrez, c'est qu'être limité, ça semble au début catastrophique. Et en fait, ça n'est pas si catastrophique que ça. Quand on l'accepte, ça rend tout possible. Right. I mean, this is a piece of wisdom that for me, I've found very powerful in the Zen tradition. You get these ideas that recur that suggest that
the problem is not that we have not discovered a solution to the human condition, right? The problem is that we imagine there ought to be a solution to the human condition. We treat life as if it's a problem to be solved, and then we are perpetually frustrated that there is no solution. But yeah, I mean, this is definitely difficult, and I'm certainly still only in the middle of trying to reconcile with it. But it is real, and I think that the sort of an intense and full experience of being alive requires that, at least to some extent, you sort of acknowledge this instead of try always to escape from it. Yeah. Je puise beaucoup dans la tradition zen, où il ressort très clairement que le problème n'est pas de résoudre, enfin de trouver une solution à la condition humaine, et en fait parce que ce n'est pas, il faut pas le prendre comme une équation ou comme un problème mathématique à résoudre. Et à partir du moment où vous l'acceptez et où vous allez admettre qu'en fait, effectivement, on est limité et qu'on ne va pas tout maîtriser, ça permet déjà d'aller de l'avant. But it's also empowering, right? It's like this is not about facing the truth and then you just sit in despair and depression for the rest of your life, right? It's exactly when you are no longer so aggressively chasing this moment of control that you're free to do the things that matter right here, because apart from anything else, you're no longer postponing them to this future moment. You can do them now, because at some point you're going to have to do them now. Voilà. Mais en fait, ce n'est lorsque vous avez cette prise de conscience que vous êtes face à la réalité, que voilà, vous avez de votre finitude et du fait que voilà, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez faire, au contraire, ça vous plonge pas dans la dépression, ça vous donne une sorte de pouvoir, de capacité de reprise du pouvoir, parce que en fait vous allez oui, vous allez. What was the last one you said? I mean, it's once you're no longer chasing that future that you can do the things that you want to do. Voilà, oui, c'est ça. Et not to postpone. Yeah. Et donc justement, c'est quand vous réalisez justement ce que vous êtes capable de faire, vous allez pouvoir faire ce qui est prioritaire pour vous, intéressant, et surtout ne pas remettre à demain. Vous allez pouvoir vivre dans le présent, alors que jusque-là, vous étiez en train de vous projeter sans cesse dans un avenir plus ou moins proche. Très concrètement, dans ma journée, le fait d'accepter que je sois limité, ça fait que je ne veux plus tout faire. Et ce que vous montrez beaucoup, c'est ça me pousse à sacrifier, renoncer et choisir. I have to sacrifice, I have to give some things away and choose. So sacrifice and choice. Yeah, exactly. Yeah, no, absolutely. So when it comes to tips and tricks and productivity approaches, and I have a few in the back of the book where it's more practical, right? What I try to do always with these suggestions is that they are suggestions that make you more aware of these sacrifices, not less aware of the sacrifices, because then you make better choices about what to do. Oui, ben c'est un petit peu ce que je fais à la fin du livre, de donner des tuyaux, des recettes, mais qui servent justement pas à diminuer ces sacrifices, mais à les mettre en valeur de manière à ce qu'on puisse assumer plus facilement ses choix, faire de meilleurs choix et les assumer. Comment faire pour réussir à faire un choix? How can you choose? Donc on a plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire demain. Comment je fais pour How do I select, choose, sacrifice? Yeah, it's a good question. And there are many different levels, of course, to answer this on. But the first insight that really helped me was to see that there's obviously no correct answer to that question, right? There's no one correct answer. There are more things that matter to do. Donc déjà, on est soulagé.
Relieved. Non, déjà, on est soulagé. Il n'y a pas, Right. une chose bien à faire, sinon on va être There's not one puni. thing Right. to do that if we Right. don't do it, we'll be punished. No. And something very important, probably many things very important, are going to get neglected on any one day, right? By definition. So this is actually a great news, because it means that your job is not to get the right answer. Your job is to choose some things that make a difference, which might be urgent things, they might be boring things sometimes. It's not always going to be just sort of wonderfully fulfilling activity, but you're no longer doing them in this context of trying to make sure you get all the things done. I'll say more, but you want to Alors déjà, il y a plusieurs réponses à cette question, donc il n'y a pas une formule qui fonctionne pour répondre à cela, mais c'est simplement, ça a beaucoup à voir avec le fait que vous ne soyez plus dans l'urgence constante d'essayer de tout faire, mais que vous allez effectivement, à certains moments, choisir de telle activité, mais qui ne sera pas forcément non plus une activité qui va vous permettre de vous réaliser d'une manière transcendante. Ça peut être quelque chose de totalement, l'exemple qui est donné dans le livre, c'est une promenade dans la forêt ou autre, ou pas forcément avec un objectif précis à atteindre, mais simplement séparer sa journée en différents moments les plus signifiants possibles. Ça fait un. Deux. Okay. Well, okay. I could go like 20 if you want. Maybe 4 or 5. We can for. Yeah. Okay. So We want to be better tomorrow. Okay. Yeah. So that's one point. That the point is just a sort of a general one. I think. Secondly, in terms of navigating these choices, I'm going to do two more. I'm going to start. Okay. Number two. In terms of navigating these choices, it's inevitably an intuitive question, right? So it can't be determined sort of algorithmically. One of the questions that I mentioned in the book that I find really helpful for this comes from a Jungian psychotherapist, James Hollis, who suggests that we ask either of our big life choices or even of smaller matters in the day, right? Does this choice, his line is, does this choice enlarge me or diminish me? And it's a very good alternative to the question, is this going to make me happy or do I have to do this? A question like this, those answers get so confusing and we're bad at predicting them. And I think that this is just a very useful way for me personally of navigating towards meaningful activities. Not always fun activities, because obviously lots of things we have to do are not fun. So you do number two and then I'll do number three. Numéro 2, donc c'est sur la manière de naviguer ses choix. Il y a Hollis, donc, qui est un psychothérapeute de l'école jungienne, qui disait justement, qu'est-ce que se poser en fait, ça vient sous forme de question, de se poser la question. Qu'est-ce que je peux, cette activité, si je vais la faire, est-ce qu'elle va me grandir ou est-ce qu'elle va me diminuer? Est-ce qu'elle va me permettre de me réaliser ou pas? Voilà, et que c'est une bonne piste justement pour pouvoir faire des choix cohérents. Si je peux dire quelque chose, je pense que c'est très important parce que on se fait tout le temps avoir par l'idée est-ce que ça va être agréable, tandis que voir, comme vous le dites très bien, qu'est-ce qui va m'être bénéfique, ça a un changement très profond du point de vue et beaucoup plus détendu. Yeah. I think that's right. And if you will allow me for number 3 to do my sort of productivity guru act, right? Because if you're anyone like me who likes all these little systems and all this, this is very dependent on your professional situation. Of course, it's just a technique. It's not the main thing. But one thing that some people find useful is you take your to-do list. I don't even know if French people have to-do lists. They seem too relaxed with this. And then you make them into two lists, right? The first list, you list everything that's in your world at the moment. Maybe you've got 300 things you're supposed to be dealing with at the moment. It's a crazy, incredible, stressful list. It's called the open list.
And on the other list, it's got like 5 slots, five spaces. It's called the closed list. And you take 5 things from the long list, you move them into those 5 slots, and then the rule is that you're not allowed to move any more from that list until you've freed up a slot by doing that thing. So you like create like a bottleneck in your workflow that is not really creating a bottleneck. It's just acknowledging that finitude is a bottleneck. So if you want a little productivity hack, there you go. This is useful. Alors pour la troisième, donc j'ai fait mon gourou de la productivité. En fait, l'une des solutions, mais ça s'applique surtout donc au monde professionnel plus qu'au monde voilà, personnel, intime, c'est de faire 2 listes. La première, donc c'est une liste de choses à faire, et la première, c'est ce qu'on appelle la liste ouverte. Alors il peut y avoir 300 items. Voilà, vous mettez tout ce que vous avez envie de faire, absolument tout, dans tous les domaines et autres. Et à côté, vous faites une autre liste qui sera une liste à simplement 5 entrées. Et donc, vous allez prendre 5 items de la liste ouverte et vous allez les mettre, donc les inscrire dans la liste fermée. Et le truc, c'est de... vous ne pouvez... donc, tout le reste, vous ignorez ensuite la liste ouverte et vous ne pouvez y revenir que lorsque vous avez accompli l'un des 5 items, l'un des 5 objectifs ou l'une des 5 activités à faire dans la liste courte, qui libère ainsi un espace. Et donc là, vous pouvez prendre un item de plus donc, qui n'a pas été coché sur la grande liste, qui est évidemment la liste la plus stressante qui soit. Et donc ça a à voir avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ça a à voir avec le fait d'accepter d'être limité, d'accepter... Et au début, ça nous fait peur d'être limité, et on voit au contraire que c'est un grand soulagement d'accepter d'être limité. Yeah, one way that I think that this is nice to put it is that our situation with respect to time is even worse than we think, and this is good news, right? Because if you feel that getting on top of all your emails or your social obligations or whatever it is, if you feel that this is really difficult, that is a very agonizing way to live. But if you see that it's impossible, that's different. The shift from very difficult to impossible is a very liberating shift, because then it's okay, I've got to do some with the time I have. I can't be trying to do it all. Another example of this same idea is with imposter syndrome, that many people feel like they're not yet ready to do the bold, interesting, meaningful things in their life. But with a lot of work, maybe they'll feel ready later. It'll be very difficult, but later they will. But then again, if you say, well, it's not actually really difficult to feel ready for new things, it's impossible. Nobody ever feels ready to do new things. All those people you think are much more confident than you are just better at hiding the fact that they're improvising as they go. Again, then it's a relief, and you might as well do those things now instead of waiting for the future. So yeah, I think at first it seems depressing. I don't think it's depressing at all. Donc ça peut sembler déprimant effectivement lorsque vous vous dites que tout ce que vous avez à accomplir, voilà, ça va être très 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 difficile, et donc là ça génère du stress, de l'angoisse et autres. Et quand vous dites que c'est impossible, et bien finalement ça vous soulage. Et vous avez aussi ce cas du syndrome de l'imposture, où vous vous dites, il y a telle chose que je voudrais faire qui sera sûrement signifiante, mais je ne me sens pas tout à fait prêt, donc je vais remettre ça à plus tard, je vais faire d'autres choses moins signifiantes dans 30 ans, etc. Mais en fait, lorsque vous apercevez que c'est impossible de tout faire, à ce moment-là, pourquoi attendre ? Vous vous lancez dans, et donc l'imposture disparaît, et vous pouvez vous lancer dans ce qui vous paraît important. Voilà, si vous avez des questions, on a un petit moment avant d'avoir le pot et que vous puissiez faire dédicacer votre livre. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Or criticisms also very welcome.
Moi, je suggère, pour que ce soit plus sympathique, que juste vous donner votre prénom quand vous posez la question. Bonsoir, Anthony. So you told us about how it is different when we live that way, but how to do the switch, how to get to that mindset. Mm-hmm. This is the whole challenge, right? And I mean, I don't want to say read the book because that feels just so rude. But ultimately, I don't have a better answer, right? I think the important part of that is that it is fundamentally a shift in outlook rather than one nice little set of methods that can be communicated. And for me, what has really made a difference is understanding that it can be just so incremental, right? So it can be spending minutes in a day doing some of the things that make you feel the most alive, even if your situation doesn't allow you to spend 8 hours just walking through the fields or whatever it is. One way that I think is useful to think about this is this idea that you think about how you would like what you would like your life to be, and you find some small way to embody that today, right? So whatever the task, whatever the activities are that bring you a sense of being alive, of meaning, instead of seeing them as something that you're going to do in a very big way in the future. So all this, like, I'm going to start my new habit of, working out every day or meditating for hours every day, whatever, right? You instead of doing that in a way that like has this great, wonderful thing that's coming later, you do any amount of it, however badly, in the present moment. And similarly, keep thinking of new things, but like if you, even just on the level of an ordinary day at work, right, it can be as simple as taking the project that is important to you, and instead of doing it later, after you've answered all the emails, which is never happening because you're never going to answer all the emails, you just switch that round. You spend a couple of hours first, and then you turn to those emails without any expectation of finishing, but just of putting in some time, because sadly we do have to do that with email. So it's just a question of bringing these things into the present in small ways. I think that's a really good place to start. Alors, ma première réponse serait, mais je n'ose pas la faire, c'est acheter le livre. Comme ça, évidemment, vous aurez les réponses. Oui, pardon. La question c'était comment est-ce qu'on je comprends. Enfin, Monsieur comprenait très bien quel était le but, l'objectif, la méthode, mais comment s'y prendre justement pour faire ce fameux switch. Et donc la réponse, c'est que, à part les solutions qui sont dans le bouquin, c'est en fait, ce n'est pas une série de méthodes, c'est vraiment un changement radical de perspective. Et en fait, il faut peut-être prendre ce qui, pour vous, est particulièrement signifiant, ce qui vous fait vous sentir vivant. Ces activités. Et au lieu, en fait, de, par exemple, dans votre journée, d'abord traiter vos emails, faire toutes les tâches vénielles, obligatoires, professionnelles, eh bien, vous consacriez un moment à ce qui vous fait vous sentir vivant en premier. Voilà. Après, vous ne pourrez pas y passer 8 heures, parce que, voilà, professionnellement parlant, ça n'est pas possible. Mais plutôt que de reporter à plus tard le moment où vous serez à la retraite, où vous aurez vraiment maîtrisé votre inbox, où vous aurez un contrôle total, parce que ça ne viendra pas, et de laisser ça pour plus tard, maintenant faites-le un peu maintenant, voilà, par petites touches, de manière à vous sentir vivant, valorisé, voilà, qui est vraiment quelque chose dans votre journée, où vous puissiez vous dire à la fin, une fois que vous serez épuisé par tous vos emails et tout le reste, vous puissiez vous dire « Ah bah, j'ai passé une journée intéressante, j'ai fait quelque chose de ma vie aujourd'hui. » Thank you, Oliver.
Est-ce que le fait que vous méditez, ça vous aide à vous sentir plus libre dans le temps? Est-ce que votre pratique de la méditation a un lien avec le fait que vous vous sentez plus à l'aise vis-à-vis de ça? Et une autre question plus pragmatique, est-ce que vous donnez d'autres astuces, comme vous avez cité dans votre livre, pour nous aider à avoir un rapport plus vivant avec le temps? I'll be very honest, I'm not a disciplined meditator in terms of formal seated meditation. I do it. I have been on some retreats. I have found it beneficial. I think that the basic sort of, what I understand to be one of the core sort of things that is happening in meditation, which for me is the sort of becoming disentangled from certain conceptual frameworks that cause suffering. That is something that I'm doing. To me, I feel like I'm doing it in my practice of writing and in journaling and in lots of other ways. But I would like to do more formal meditation. I have found, as I said in the previous question, the only way that this works for me is to let go of ideas of becoming the kind of person who is really good at meditating and allow myself to do 10 minutes with no guarantee that I'll be doing it tomorrow, right? It's actually more of a leap of faith to do that. There are lots and lots of these kind of, for the other part of your question, there are lots and lots of these kind of things like the list idea that I mentioned in the book, and I've written about them elsewhere in my newsletter and things. These are good ideas. The Pomodoro technique is a good idea, right? All of these things are perfectly okay as tools in a toolbox. I think where we go wrong is that we're looking for the one tool that will make it all work. And a carpenter would not say, right, from now on I'm only going to use this one saw for all the work I do. It really is just a question of acquiring a set of tools like this and finding the right use for different ones. I don't know. Yeah. Alors la première question portait sur la pratique de la méditation. Alors je précise donc que je ne suis pas un praticien assidu. J'ai fait des retraites. C'est quelque chose qui m'a aidé et qui m'a, oui effectivement, apporté beaucoup dans le sens où je puisse ensuite avoir une pratique vertueuse de mon métier de journaliste, d'écrivain. Donc ça m'a beaucoup servi. Mais là encore une fois, ce n'est pas en me fixant un objectif quotidien de méditation, en faisant justement un but de pratique. Au contraire, le fait que je puisse m'adonner à la méditation quand je sens que c'est le moment, donne cette liberté intéressante. Sur le reste puisque la deuxième question portait sur les différents tuyaux, alors je ne sais pas si c'était les méthodes autres, par exemple, le fait est qu'un charpentier, un menuisier ne va pas utiliser une seule scie, un seul outil, une seule essence de bois. Il va se servir de plein d'outils. Et en fait, toutes ces techniques qui sont très valides professionnellement, qui peuvent aider tout un chacun en fonction, en fait, l'erreur, c'est de chercher un seul outil qui va tout résoudre, qui va apporter la solution miracle. Non, par contre, c'est une boîte à outils, dans laquelle vous pouvez puiser les différentes méthodes qui vont vous aider individuellement en fonction de vos problématiques personnelles aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Très bien, ce sera la dernière. Monsieur, vous voulez poser une question? Ah bah on fera, mais après vous serez vraiment la dernière. Merci, Alexis.
Vous avez abordé le sujet sous l'angle du trop-plein, comment on optimise son temps. Est-ce que vous avez réfléchi sous l'angle du creux? Parce que moi, ma propre expérience, c'est que le vide dans l'agenda, ça peut être vertigineux. Et une bonne manière de l'éviter, c'est de le remplir. Yeah, absolutely. I mean, we live in a culture that reveres busyness in this way. That when you're overwhelmed and too stressed, there's a secret thought. Well, but at least this means I'm important and I'm in demand and people need things from me. So absolutely, blank spaces are terrifying. I'm thinking of a wonderful psychology study that shows that if you put people in a room on their own with nothing to do except in a machine for delivering electric shocks to themselves, they will choose to do that because at least it's something, right? So I think, no, I'm just agreeing with you, and I think that actually part of what there is something incredibly useful, even just as a practice, in deciding to do nothing for 10 minutes and see if you can make it through the time. Oui, oui, absolument. Dans cette civilisation en fait qui nous pousse à être occupés et qui, lorsqu'on est submergé totalement par toutes les activités, tous les objectifs qu'on essaie d'atteindre, au moins on se dit mais au moins je vise la perfection. Donc ça peut être effectivement extrêmement angoissant d'avoir une page blanche dans votre agenda ou autre. Et ça me fait penser à cette anecdote qui est, en fait, vous enfermez des gens dans une pièce et il y a juste un appareil électrochoc. Les gens, au bout d'un moment, de trop d'ennui, vont aller se donner des chocs électriques exprès, juste pour pouvoir faire quelque chose. Donc oui, mais ça peut être justement extrêmement bénéfique de choisir de ne rien faire pendant 10 minutes ou un plus grand laps de temps pour, encore une fois, essayer d'apprivoiser ce vide qui peut être terrifiant. Dans le livre, vous suggérez, vous racontez d'aller voir une œuvre d'art pendant 3 heures. A work of art during 3 hours a day. Yes, awful. No. It was good. It was good after a while, but the first hour was pretty terrible. Yeah, it's a great exercise, and you should do it. Ouais, c'est un exercice incroyable. C'est horrible pendant la première heure, mais après ça s'arrange. But there's also when you renounce, you give it up after a while. When you went to see the dugout for 3 hours. Yeah. You're trying to master time and see, oh my God, it's only 7 minutes. Right. You're giving up the maîtrise, and the result is it gives something more to you as a result. Yeah. Voilà. So there was a. En regardant ce tableau de Degas pendant 3 heures, c'est à partir du moment où j'ai renoncé à la maîtrise du temps, où je me suis là, on peut en comprendre l'œuvre dans son essence. Oui, bien sûr. Bonsoir, Wassila. It's almost the same question as Mr. here. Do you think this method can be applied to retired persons or very old persons at almost 4,000 weeks? Do you want to? Oui, la question porte sur le fait, est-ce qu'on peut on va tendre le micro. Pardon. Est-ce qu'on peut appliquer cette méthode à des personnes âgées ou à la retraite? Yeah, I mean, of course, these are ideas that, if they are true at all, they're true for all of us. Certainly, my examples that I use tend to focus on the world of work. But I say 2 quick things. I know of some people in retirement who seem busier than they ever were in their working lives, and if that is because of how they want to live, then that's lovely. But if it is a sense that they can't, that it would be terrifying to stop or slow down, then that's something to investigate, perhaps. And then I will say one more thing, which is that I've been really struck in the feedback to this book when it does come from people who are significantly further through the lifespan than I am at this point. It does seem that there's very often a much greater peacefulness around this limitation. I might think that it was like the closer you get, the more stressful it gets, but it doesn't seem to work that way. There seems to be a lot of wisdom that comes just from living through
a significant stretch of time. En fait, oui, bien sûr, ça s'applique, même si la plupart des exemples que je donne s'appliquent au monde du travail. D'abord, d'une part, je dirais qu'il y a des retraités qui semblent beaucoup plus occupés à la retraite qu'ils ne l'étaient dans le monde du travail. Alors, si c'est une façon de se sentir bien dans sa vie et d'accomplir des choses, c'est parfait. Si c'est justement pour combler un vide, maintenant qu'il n'y a plus de travail, là, il faut peut-être enquêter un petit peu et se poser des questions. Et la chose suivante, c'est que contrairement à ce que j'aurais pu croire, je me suis souvent aperçu dans les retours que j'ai eus sur le livre que plus les gens avançaient, que j'ai vu avancer dans l'âge, contrairement à ce que j'aurais pu croire, qu'ils seraient davantage stressés parce que allant vers la fin de vie, en fait non, parce qu'il semblerait qu'il y ait une sorte quand même de sagesse qui ensuite s'installe. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut tous vous applaudir. Merci beaucoup. Merci.